Bonsoir, bonsoir, bonne nuit. Donc il y a un petit souci avec Kleber. Il vient, vous inquiétez pas, mais il n'arrive pas tout de suite. Donc il est en train d'arriver en métro, il a un problème de métro. Vous connaissez bien comme ça. Aujourd'hui, c'est une séance un peu spéciale. Donc on est ici avec Daniela, qui est aussi une réalisatrice brésilienne qui était dans l'équipe quelques années auparavant. Et donc on va co-animer cette session ensemble. C'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer au cinéma, de faire des séances en co-animation, si on peut dire ça. Donc je vous souhaite une très belle session et à très vite. Messieurs, dames, Kleber Mendonça Filho. Merci beaucoup. Alors, on a préparé quelques questions avec Daniel. Et donc, on va poser deux questions. Je vais poser deux questions. Après, Daniel va poser deux questions. Et après, on va vous ouvrir la parole. C'est ça le plus important. Et donc, on y va. Alors, donc, on a vu qui sur Portrait Fantôme, vous n'avez pas fait des scénarios proprement dit. Et donc, certaines choses se sont faites pendant les montages. Donc, on voudrait comprendre des choses qu'on a aussi su par des interviews, qui la partie 1, donc la partie de la maison, de votre maison, de la maison de votre maman, était arrivée après. Et donc c'est, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, c'était c'est une partie très touchante dans les films parce que vous s'exposez beaucoup dans cette partie. C'est une partie très intime, mais en même temps qu'il y a une partie qui enracine les films. Et j'ai vu quelque part qui vous disiez, ouais, une fois qu'on a trouvé ça, les films ont pris sa forme. Les films, comme dans une recette de cuisine, j'ai trouvé. Donc je voudrais que vous parliez un petit peu de ça. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e dizer que é incrível estar numa sala como essa, uma sala que trabalha com a ideia de diversidade no cinema e na programação. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence. Et je tenais à vous dire que c'est un honneur, c'est un plaisir d'être dans une salle comme celle-ci qui défend la diversité. A grande batalha no Brasil é exatamente termos salas como essa, onde uma ideia de diversidade existe, porque a maior parte das salas é dominada pelo mercado. Então, uma sala, um multiplex com 12 salas passa 12 Barbies e é o mesmo filme. Au Brésil, on fait face à ce défi de la diversité. On essaye, mais souvent dans des multiplexes où il y a 12 salles, il y a 12 fois Barbie qui passent. Et donc j'apprécie d'autant plus des salles comme le Méliès qui apprécient la diversité. Mas sobre o filme, eu queria fazer um filme sobre o centro do Recife a partir das salas de cinema. J'aurais voulu faire un film sur le centre de Recife et du point de vue des salles de cinéma. E eu tinha filmado muita coisa há 30 anos atrás, quando eu estava na universidade, em VHS, em Super 8 e muitas fotografias. J'ai tourné beaucoup en VHS lorsque j'étais à l'université, il y a 30 ans.
et beaucoup de photographies, donc il y avait du matériel. Eu revisitei esse material uns 8 anos atrás e eu gostei muito do material porque o tempo foi generoso com o material, eu achei. J'ai revu ce matériel il y a quelques années et j'ai bien aimé, j'ai trouvé que les temps avaient été généreux envers ce matériel, envers ces rushs. E aí eu comecei a fazer a montagem do filme, mas em algum momento eu entendi que eu ia me mudar do apartamento com minha companheira Emily, e isso me afetou emocionalmente, porque deixar um lugar onde eu vivi tanto tempo era algo muito forte. Et là, quand je commençais à monter le film, c'était le même moment où j'ai appris que je devrais partir de mon appartement, je devrais déménager avec ma compagne. Et ça m'a vraiment affectée, ça m'a touchée d'une manière, de sorte que j'ai décidé d'introduire l'appartement dans le film. E eu fiz muitos filmes naquele apartamento, então, juntando as imagens do apartamento, eu entendi que o coração desse filme estaria no apartamento. J'ai tourné beaucoup de films dans cet appartement, comme vous avez vu, et donc j'ai compris que le cœur de ce film, il était dans cet appartement. E era um material muito rico para fazer uma montagem quase soviética, de a mesma sala durante 20 anos, isso era algo que eu queria fazer. Le matériel était tellement riche que ça me permettait de faire pratiquement un montage soviétique, donc la même salle pendant 20 ans d'images. E é interessante porque as pessoas acham que eu me exponho de uma certa forma, mas na verdade eu já tinha filmado o som ao redor naquele apartamento. Só que ninguém sabia que era minha casa. C'est intéressant parce que j'ai entendu dire que je m'expose beaucoup en montrant chez moi mon appartement, mais en fait les bruits de récif avaient déjà été tournés dans mon appartement, c'est juste que les gens ne savaient pas que c'était mon appartement à l'époque. E eu acho que você vai se abrindo um pouco mais a cada filme e voilà, eu fiz o Retrato dos Fantasmas agora. E aí eu lembro de um ator e uma atriz com quem eu trabalhei muitos anos atrás, e eles diziam: nunca vou tirar a roupa na frente de um filme, na frente da câmera de um filme. J'ai l'impression qu'on s'ouvre de plus en plus dans la mesure où on fait du cinéma. Je me souviens de certains comédiens qui me disaient que jamais ils se montreraient tout nus devant un écran, et puis ça a changé. E aí uma vez eu vi esses dois atores numa peça e eles estavam completamente nus no palco. E aí eu fiz assim, e eles disseram: é o tempo. Donc j'ai vu deux de ces comédiens un jour au théâtre, ils étaient tous les deux nus ainsi que sur scène, et j'ai dit mais alors, ils m'ont dit bah c'est le temps. Então acho que é por isso que eu consegui fazer o filme com o meu apartamento e a minha família. C'est pour ça, je pense que j'ai réussi à faire le film dans mon appartement et avec ma famille. Mas de toda maneira eu não acho que é um filme sobre mim, eu acho que é um filme sobre espaço e como o espaço é utilizado pelas pessoas. No caso, eu era uma delas. Néanmoins, je ne trouve pas que ce soit un film sur moi, mais plutôt un film sur l'espace et les gens. Falando de espaço, vem pro centro aqui. Estamos perdidos. Tá bom? É melhor, né? Une deuxième question, c'était en parlant d'espace aussi des lieux. Lugar. Donc, il y a dans les deux premières parties, j'ai eu l'impression. C'est les fantômes de Méliès. De temps en temps, il arrive. Donc, j'ai eu l'impression qu'il y a, dans la partie 1 et 2, il y a donc deux lieux qui sont voilà, très forts, donc la maison et les cinémas, mais sont aussi alliés, donc ces deux personnages là, la maison et les cinémas, sont alliés à deux personnes, donc votre maman et Sion Alexandre, les projectionnistes. Du coup, je voudrais savoir comment ça a été ça dans la création, pendant les montages, pendant cette écriture en montage.
Eu acho que parte do trabalho de escrever, e pode ser na literatura, no cinema, é você entender quem são grandes personagens, né? J'ai l'impression que le gros travail de l'écriture repose sur les personnages, sur le fait d'écrire des personnages. E a partir dos personagens você chega nas situações humanas. E Joselice, que vem a ser minha mãe, ela foi uma personagem muito forte para todo mundo que a conheceu. E seu Alexandre é um personagem também que eu amo muito. Então eu queria, não é que eu queria colocá-los no filme, mas eles estão no filme porque eu acho que eles são muito bons. Et c'est à partir des personnages qu'on connaît les histoires humaines et l'humain. Et j'ai décidé de mettre Joselice, donc ma maman, dans le film parce que je trouve qu'elle raconte une histoire très forte et que c'est un très bon personnage. Et Alexandre, le projectionniste, de la même manière. C'est un très bon personnage. Então eu amo os dois e eu fico feliz de pessoas que nunca, jamais imaginariam conhecê-los, estão falando deles. Geralmente, todas até agora muito bem. Et je les aime tous les deux très fort, donc pour moi c'était important que d'autres personnes connaissent leur histoire. Et pour l'instant, le public ne parle que du bien d'eux. Mas, por exemplo, essa senhora aqui, ela é a esposa do governador de Pernambuco, o Nilo Coelho, né? Em 1970. Cette dame, c'était l'épouse du gouverneur de Rio, de Pernambouc, de Pernambouc, en 1970. E quando eu fui ver as matérias sobre a inauguração do Veneza, ela era sempre chamada de Senhora Nilo Coelho. Et quand j'étais aux séances du Veneza... Nas matérias de jornal sobre a inauguração do Veneza. Ah, dans les articles de journaux sur l'inauguration du Veneza, je voyais qu'on l'appelait Madame Nilo Coelho, le nom du gouverneur. Mas o nome dela é Maria Teresa. Mais son nom est Maria Teresa. E para mim ela se torna uma personagem muito interessante, até porque eu gosto da imagem dela e eu quis dar o nome dela de verdade no filme. Et pour moi, elle devient un personnage intéressant lorsque je l'appelle par son nom et par le nom de son mari. Oui, très bien. Moi, je voulais te poser une question parce qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ton travail, qui est le rapport entre le temps, le passage du temps et les objets et les choses. On voit beaucoup dans l'Aquarius d'une façon plus claire, c'est à travers les meubles et l'immeuble. Il y a la commode, il y a les vinyles, et on a aussi donc le temps qui passe à travers cet appartement. Même dans Bakura, où il y a la scène dans le musée du Kangas, où on a l'histoire, les objets qui ont fait l'histoire aussi du pays. Et là, c'est complètement ça, mais alors d'une façon plutôt documentaire. Et donc j'aimerais beaucoup que tu parles un peu plus de ça, de ton rapport avec le temps. Bom, o tempo... Existe momento entre a realidade do tempo que é abstrata e tem uma parte do tempo que a gente consegue tocar, né? Você consegue tocar o tempo. E isso me interessa muito, colocar isso no cinema. Il existe pour moi une partie du temps qui est plus dans l'abstrait et il y a un aspect du temps qui est plus concret et ça m'intéresse de mettre ça sur l'écran. E o cinema consegue fotografar o tempo de uma certa forma, né? Todos nós vemos nas redes sociais às vezes a imagem de uma criança crescendo, porque os pais tiveram a disciplina de fotografar a criança durante 10 anos. Você consegue fotografar o tempo, isso é interessante. Le cinéma, il a cette vocation à filmer le temps, à montrer le temps qui passe. Par exemple, lorsqu'on voit dans les réseaux les parents qui ont photographié leurs enfants depuis tout petit et qui l'ont pris en photo, l'ont pris grandir, on voit les passages du temps de cette manière. Mas, por exemplo, tem uma imagem na sequência do Veneza, nesse filme, que tem eu não sei como seria em francês, biombo
é uma obra de arte, na verdade, que fazia parte do cinema e é muito lindo. E está lá nos anos, em 1970. E quando eu visitei as ruínas do Veneza, ele está simplesmente abandonado, jogado, e aquilo ali eu imagino que tem um valor financeiro, inclusive. E o tempo passou por cima daquilo, e isso me fascina muito. Como é que ele diz Bion? Parvent? Oui, il raconte, il parle d'un parvent très, très ancien qui se trouvait au Venise, et ça l'a marqué parce que c'était un objet qui devrait avoir une certaine valeur et une certaine importance. Il était dans un coin abandonné et cet aspect-là ça m'intéresse de le filmer, de le montrer sur l'écran. O Arte Palácio ele estava intacto durante quase 50 anos, né, quando ele foi totalmente destruído. E ele conseguiu passar por 50 anos sem nenhuma alteração, né, quase como uma máquina do tempo. Arte Palacio, cette salle, il est resté 50 ans sans aucune modification. Il a changé, il s'est arrêté dans le temps de certaines façons. A única coisa que mudou foi o tempo ao redor do Arte Palácio, né? Até que o tempo finalmente destruiu o Arte Palácio. Isso é muito forte, eu acho. Tout ce qui a changé pendant ce temps, c'était autour du palace, et ça a changé le palace même si c'était juste autour de l'immeuble. E ele foi desenhado para ser prédio que serviria à propaganda nazista. Então, tudo isso para mim é muito forte, né? Et il a été projeté, dessiné pour être comme un outil de propagande nazie. Et pour moi, ça, c'est extrêmement fort. Je peux répondre justement sur cette question. Il y en avait une d'Evan, mais si je me permets, parce que justement, c'était par curiosité, je voulais savoir à quel moment tu as pris connaissance justement du fait que c'était le but de vos palaces. Si c'était pendant tes années à la fac, si tu le savais déjà, ou c'était pendant le 7 ans où tu as travaillé dans la recherche, pendant la recherche de Retratos Fantasmas. Sur le passé d'Arte Palácio? Oui. Não, c'était pendant la recherche. Eu conheci o Arte Palácio como ninguém. Eu acompanhei o seu Alexandre para cima e para baixo, por trás e pelo lado. E para mim foi um choque, 5 anos atrás, descobrir que o Arte Palácio era um projeto da UFA. Moi, je connais très très bien ces lieux de l'Arte Palacio. J'ai suivi Alexandre partout, les projectionnistes partout. Je connaissais chaque petit coin de ces lieux. Et donc pour moi, depuis très longtemps, et pour moi c'était un choc il y a 5 ans, quand j'ai appris que le palace a été construit par le nazi, par l'UFA. Eu recebi dossiê com todos os projetos originais e fotografias e lá estava UFA, Arte Palácio, Recife. E aí eu entrei em contato com amigos na Alemanha que me levaram à Deutsche Kinemathek e eles me apresentaram também o lado alemão da coisa. Então foi muito forte. Et lorsque je fais cette recherche, il y a un dossier qui est tombé dans mes mains avec tous les plans et les débuts de ces palaces, et c'est là où je suis tombée sur UFA et donc sur cette genèse de cette salle qui est liée au nazisme. Et j'ai contacté des amis allemands qui m'ont amené donc à d'autres recherches à la Cinémathèque allemande, et là j'ai trouvé par cet autre chemin aussi d'autres évidences de ces liens avec les nazis. E na época, isso na verdade é um outro filme, porque os alemães eles estavam em constante confronto com os americanos na área política da guerra cultural, e eles perderam a guerra cultural mesmo antes da Segunda Guerra explodir com a invasão da Polônia. Et ça c'est un autre film, mais les Allemands et les Américains, ils étaient dans une guerre culturelle, et les Allemands ont perdu.
mesmo antes da Alemanha invadir a Polônia. Essa guerra já estava perdida culturalmente. Même avant que l'Allemagne n'envahisse la Pologne, cette guerre culturelle, elle avait déjà été perdue d'avance. E na época pouca gente sabe, estão descobrindo um pouco com o filme, e aí eu já recebi algumas críticas, que o Getúlio Vargas, na verdade, ele passou 3 anos passando panos quentes em Hitler, até finalmente o Brasil cortar relações com Hitler. E Getúlio Vargas, por uma certa parte da população brasileira, é alguém muito sagrado ainda. Mas é verdade, ele passou 3 anos ainda sem aceitar que o que estava acontecendo na Europa estava acontecendo na Europa. Et à l'époque, Getúlio Vargas, qui était le président à cette époque de la guerre, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais d'une certaine façon, il a caché à la population, il a occulté la réalité de Hitler et du nazisme en trouvant des excuses. E eu gosto muito de o filme começar falando da minha sala e de repente eu estou falando sobre Zeppelins e nazismo. Eu acho um pouco estranho, mas muito bom. Je vais profiter pour répondre en parlant de ton salon qui arrive à parler des nazis, de la Deuxième Guerre. Donc, pour revenir au début du film à nouveau, donc il y a un moment où il y a quelqu'un qui envoie un VHS où il y a une interview de votre maman pour la Fondation Joachim Nabuco où elle explique l'histoire orale. Et du coup, c'est aussi un gros fil rouge pour ce qui va se passer dans la suite du film. Donc, on va parler de l'histoire quotidienne, de la petite histoire, des gens qui sont chers à nous, mais qui deviennent des personnages aussi. Et donc, ce rapport entre la petite histoire et la grande histoire. Et comment ça s'est passé donc, c'était, comme cette partie était faite après, comment ça s'est passé pour réfléchir à cette... Eu tinha a entrevista de Joselice falando sobre história oral e eu mostrei a montagem para uns amigos e eles disseram: aqui você está estabelecendo a metodologia do filme. J'ai montré à certains amis l'interview avec Joselice, avec ma maman, l'interview à la télé, et mes amis m'ont dit que là, j'étais en train d'établir la méthodologie du film. E aí eu escrevi uma fala específica para a narração, que é: isso não é metodologia, na verdade eu estou falando de amor. Et là, j'ai écrit moi-même cette phrase lorsque j'ai dit qu'il ne s'agit pas de méthodologie, il s'agit de l'amour. Porque o trabalho dela, não que ela evitava, mas ela procurava sempre ouvir e gravar o som da voz dos que não normalmente seriam ouvidos. Porque é muito fácil você ir para o chefe ou para o principal e ouvir a versão oficial, mas ela queria ouvir a versão dos que não eram normalmente ouvidos. Et ce qui m'intéressait qu'elle faisait, c'est que lorsqu'elle interviewait des professionnels, des responsables, elle n'allait pas voir ceux qui étaient souvent entendus dans des interviews, dans des recherches, elle allait voir d'autres gens qui n'étaient pas souvent entendus. E de alguma maneira que não foi planejada, eu gosto do seu Alexandre. Por exemplo, não colocar um cineasta para falar: esse cinema foi uma grande perda. Não, você coloca seu Alexandre, que diz: porra, Poderoso Chefão, chato pra caralho, aquela música eu não aguentava mais. Eu acho isso mais interessante do que... Et moi, je trouve ça très intéressant de montrer plutôt Alexandre le projectionniste plutôt qu'un grand cinéaste qui parle, qui pleure la perte des vieux temples du cinéma. Moi, je trouve ça drôle qu'ils disent les parents, c'est super chiant cette musique infinie. Et donc, je voulais montrer ça. Então, de uma certa maneira, isso casa com o que Joselice fala no início do filme, na história oral, que não é só a história, mas é o que existe ao redor da pessoa, da fala da pessoa. Et ça, c'est un peu ce que Joselice, elle dit au début,
que l'histoire, c'est pas seulement une histoire, mais c'est ce qui entoure la personne qui la raconte. Bonjour, je suis Fred, je suis aussi de Recife. De l'autre côté, je suis de Graças et de Vars. J'ai grandi en zone nord, un peu en dehors de la ville. Bon, ouais, je prends l'autre. Il veut pas. C'est le fantôme de ma question porte pas sur ça, c'est juste une curiosité. En parenthèse, c'est Marie-Thérèse Brennan quand même. Mais bon, c'est deux choses. Une, c'est le film démarre avec une chanson qui dit qu'il n'y aura pas de happy end. C'est la première chose qu'on entend. Donc, la question c'est pourquoi ça. Donc, ça c'est le premier. Et l'autre, c'est une hypothèse d'interprétation que je discute avec des gens au cercueil. Vous avez dit que c'est un film sur l'espace. La collègue, elle a dit peut-être sur le temps. Est-ce qu'une autre possibilité ne serait pas de penser que le film, c'est un film sur le travail, effectivement. Sur le travail, vous venez de parler d'Alexandre. En plus, la deuxième fois que j'ai vu, la première c'était à Recife, en août. Et j'ai vu que le dernier mot que vous disiez avant de rentrer dans le Uber, c'est que sans lui, c'est devant le travail d'Alexandre. Donc, c'est une référence à son travail. Et vous vous présentez comme un travailleur de cinéma qui fait des films et programme une ville. Il est travailleur d'Uber, Alexandre. Votre mère est avant tout une historienne, un travail. Donc, il a les travailleurs de Marquise et les gens qui circulent au centre de Recife qui sont aussi des travailleurs. Est-ce qu'au fond, c'est pas un film sur le travail, en fait, ou sur la fin du travail aussi? Non, c'est bon ça. Je suis un ouvrier do cinéma, oui. É interessante porque tem uma foto no filme que é um senhor com um cágado na cabeça, uma tartaruga na cabeça. C'est intéressant parce qu'il y a une photo dans le film d'un monsieur qui a une tortue sur la tête. E essa foto é minha, de 1989, essa foto. E aquilo foi uma missão da universidade, da professora Inês Amorim, e nós deveríamos ir para o centro do Recife e fotografar pessoas trabalhando. Et cette photo, c'était un travail d'école, mon travail d'école. Et la consigne de la prof, c'est qu'on aille dans le centre de Recife photographier quelqu'un qui travaillait, un travailleur. E essa foto é minha, foi tirada, e quando nós voltamos para discutir as fotos, algumas pessoas disseram, isso não é trabalho. Et lorsqu'on s'est réunis pour parler des photos, il y a des gens qui ont regardé ma photo et qui ont dit, bah, ça, c'est pas du travail. É claro que é trabalho. Se você conhece a realidade do centro do Recife, aquela pessoa está vendendo cágado. Et c'est évidemment du travail parce que lorsqu'on connaît la réalité du centre de Recife, on sait que ce monsieur, il vendait cette tortue. Pode ser que o Ibama não aprove, mas ele está vendendo cágado. Peut-être l'institution qui protège les animaux ne le savait pas, mais il vendait dans le centre cette tortue. Então eu gosto muito da sua interpretação de que o filme é sobre trabalho, mas eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou adotar a partir de agora. Donc j'aime beaucoup ton interprétation que le film soit sur le travail. J'avais jamais entendu ça, mais je vais le noter. Boa noite, Kleber. Boa noite. Merci pour ton film. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai adoré la fin. J'ai adoré cette dernière scène dans l'Uber. Et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de cette scène, de comment elle arrive, elle apparaît dans le film. Durante anos eu queria terminar o filme assim e deu certo. Depuis des années, je voulais finir le film comme ça et puis ça marchait. E você nunca sabe se vai dar certo uma ideia num filme. Né? On ne sait jamais si ça va marcher, les idées dans un film. E durante anos eu também queria usar Rise do Herb Albert e deu certo também. Et pendant des années, je voulais utiliser cette chanson Rise de Herb Albert et ça a marché.
E ela foi muito cara a música, deve ter custado acho que 15 mil euros. Et c'était très cher, bien sûr, ça a coûté 15 000 euros les droits musicaux. Mas eu gostei, eu gosto do resultado e tem muitas interpretações que chegam. Eu escrevi, eu gostei da ideia e não sei muito bem o que significa. Quando o amigo falou de Happy End, que eu não respondi a pergunta, aliás, que é uma música que eu adoro, e eu gosto muito de Tom Zé, eu gosto da ideia de Happy End, embora eu acho que o filme não tenha. Eu, às vezes, acho que algumas pessoas têm uma outra interpretação do fim. Por exemplo, tem várias pessoas que dizem que bom que acaba bem, né? E aí eu acho que, eu não sei, as farmácias eu não acho uma coisa tão positive. Il y a plusieurs interprétations sur cette fin. Moi, je l'ai juste écrit, je voulais que ce soit comme ça, mais je ne sais pas vraiment l'expliquer. Lorsqu'il posait la question sur la première chanson qui parle de Happy End, ben moi aussi pareil, je l'ai mise parce que j'adore Tom Zé et j'adore l'idée de Happy End. Mas eu acho que o filme, muita gente chega e diz que acaba bem. Il y a pas mal de gens qui disent ah mais c'est bien, c'est un happy end, ça se finit bien, mais je suis pas sûre si ça c'est finir bien. Ça dépend beaucoup de votre vision d'une pharmacie, je crois. Je voulais poser une question concernant le contexte de ce qui se passe. Tout de suite, c'est qu'on est en train de projeter un film brésilien dans une salle française. Et le film commence avec un ton très critique et garde ce ton critique tout le long. C'est que tu critiques ce changement de la ville qui s'est converti avec ses gratte-ciel, l'arrivée d'hôtels, des centres commerciaux, en tout cas d'une culture marchande de consommation. Et je voulais avoir un peu plus de réflexion de ton côté sur cette exportation de tes idées de ton côté, des Brésiliens, et comment tu vis cette exportation de tes idées à l'international, en Europe, mais aussi en Amérique latine. Qu'est-ce que tu vois derrière cela? Eu nunca me coloquei na situação de achar que eu estava criticando, mas eu estou fazendo observações que podem parecer ácidas e duras, mas são observações. Je ne me mets pas dans la position de quelqu'un qui critique, j'observe, je fais des observations. Quando eu mostro da minha janela uma quantidade muito grande de prédios se aproximando, é uma imagem forte, mas eu não estou dizendo que horror esses prédios. É claro que é um horror, mas eu acho que a imagem ela deixa muito claro o que é, né? Uma desorganização espacial muito grande num bairro que, ao meu ver, não tem essa estrutura para receber tantos prédios. Lorsque je montre au début les gros immeubles qui envahissent l'image, j'ai pas l'impression d'écrire une critique, de le critiquer, mais l'image, elle est là, l'image en soi, elle peut proposer une critique. Je ne suis pas en train de dire, regardez quelle horreur ça, même si ça l'est. Mas de toda forma, o filme ele tem ponto de vista muito brasileiro, mas ele fala sobre memória, né, história e cinema. Eu acho que são, pelo que eu tenho observado, são temas muito claros e universais. Eu estou numa viagem de 3 semanas, muito incrível, me sinto um privilegiado de estar podendo viajar com o filme. Antes da França eu estava em Nova York, antes de Nova York eu estava no Rio, e eu acho que há uma compreensão da ideia de espaço público que é universal. Je ne trouve pas que le film soit particulièrement, qu'il y ait un contenu particulièrement brésilien. Les films, ils parlent de cinéma, de mémoire, d'espace. Moi, je suis en tournée depuis 3 semaines en voyage. Je suis passée par New York, Washington, France, Rio, France. Je repars à Los Angeles et j'ai l'impression qu'il
partout le film peut communiquer. Mas é claro, eu gosto também dele ter um ponto de vista brasileiro, é um filme brasileiro. Quando eu vejo um filme francês, eu digo, esse é um ponto de vista francês, isso é interessante. E eu acho que, por exemplo, ontem em Bordeaux passou no Utopia, que é um cinema que era uma igreja. Então isso já foi uma outra conversa interessante. Hier, par exemple, à Bordeaux, les films a été projeté à l'Utopia, qui était lui avant une église. Donc ça a provoqué un débat très intéressant. Désolée, mais je vais demander en portugais parce que mon français n'est pas très bon. Muito interessante que o colega ali falou dessa questão de ser brasileiro e memória, porque é justamente a intervenção que eu queria fazer. Porque eu senti, e aí te ouvindo dizer que não pensou no filme como um filme brasileiro, que o filme é profundamente brasileiro. Porque você começou a sua intervenção hoje falando das salas de cinema que estão tomadas por blockbusters internacionais. E depois assistindo o filme, como brasileira que está fora do país, ele me falou muito de experiências pessoais, que são experiências muito generalizáveis no Brasil. E a gente estava aqui conversando, somos todos brasileiros aqui, sobre cinemas que desapareceram nas nossas cidades em São Paulo, nas nossas cidades no Rio, nas nossas cidades no Nordeste, em São Luís. E o que eu queria ouvir, na verdade, o que eu queria perguntar era justamente se o senhor tinha essa intenção de que ele fosse algo que falasse do Brasil, mais além de falar só de Recife e da história. Não falar só de Recife, porque falar de Recife é muito. Non, parce qu'ils discutaient entre Brésiliens. C'est intéressant que Kleber parlait de la mémoire et de l'aspect brésilien, mais aussi international du film. Et nous, on se disait que ce film nous a apporté pas mal de mémoire aussi des salles de cinéma au Brésil, non seulement à Recife, mais aussi à São Paulo, dans notre ville. Et la question, si j'ai bien compris, c'est dans quelle mesure Kleber a voulu parler du Brésil comme un tout, au-delà de seulement Recife, du point de vue de ces salles qui disparaissent et de ces changements de paysage. C'est ça? É isso? Eu acho que naturalmente, se você é brasileiro ou canadense ou ucraniano, você escreve ou faz um filme, naturalmente você vai estar falando de onde você vem, né? É claro que se você não é um artista que consegue transformar isso em algo interessante, você pode talvez se esforçar para fazer isso, então isso não é bom, mas naturalmente vem uma carga muito forte de cultura, de história, eu acho. É natural, eu acho. Canadense, ucraniano, não importa. Lorsqu'on est, on peut être de n'importe où, canadien, ukrainien, on a ce rapport, en rapport à ces salles, et ce rapport, il peut se connecter au film aussi. Quando eu falo do filme Hair, do Milos Forman, por exemplo, é uma relação muito particular que aquele filme teve com o Brasil, do final dos anos 70, com a abertura política, e especificamente com a cidade muito de esquerda como Recife. Lorsque je parle de Hair, du film, je mentionne ça parce que surtout dans la ville de Recife, en fin des années 70, la manière dont il a été perçu, dont il a été vu, ça a été très particulière, d'autant que c'est une ville très de gauche, et pendant cette période, c'était assez fort. Mas é interessante tentar entender por que aquele filme que nos Estados Unidos é censura livre, no Brasil é 18 anos. C'est intéressant de chercher à comprendre pourquoi ce film qui n'a pas eu de classification d'âge aux États-Unis a été classé moins 18 au Brésil. E aí você vai nos arquivos da censura federal e você lê o parecer dos militares sobre o filme. E aí você dá uma gargalhada, né? Et là, lorsqu'on va voir les archives de la censure pendant la dictature, rédigées par des militaires, ça devient extrêmement drôle de voir leurs avis.
E você sente que eles ficaram profundamente incomodados com o filme em relação à imagem, à imagem dos militares, né? Et on peut comprendre ce qui leur a dérangé le plus, c'était l'image des militaires dans le film. E aí você soma Milos Forman com Recife, com o Brasil e Hair, e tem uma situação muito interessante que eu queria colocar no filme. Et lorsqu'on prend séparément Milos Forman, Hair, Recife, cette période, c'est une combinaison très intéressante que je voulais montrer dans le film. Então é um ponto de vista muito local, mas que fala muito sobre a história e sobre o mundo, porque Hair é um filme da United Artists, americano, hollywoodiano, e que teve esse impacto naquele lugarzinho do mundo ali. Et ça parle aussi d'histoire, parce que ça c'est un film américain fait par United Artists qui a eu cet impact-là dans cette petite partie du monde aussi éloignée. E aí se torna interessante, para mim, pelo menos. Et là, ça devient très intéressant pour moi. Mas teve alguém que reclamou, falou muito de Hair. J'ai eu une plainte, quelqu'un qui a dit « T'as trop parlé de Hair ». Sempre tem alguém reclamando. Il y a toujours quelqu'un qui se plaint. Normal. Oi, boa noite. Eu vou fazer a pergunta em português também, me sinto mais à vontade. Na verdade, nenhuma pergunta, eu acho. Vou tentar elaborar. Uma coisa que eu achei muito interessante assistindo foram justamente os extratos dos seus outros filmes, assim, eles sendo revisitados, né? E para mim foi incrível ver o apartamento onde foi filmado o som ao redor e tudo mais. E acho que tem a ver justamente com isso de a passagem do tempo e revisitar os lugares e como esses lugares vão ficando com as coisas que mudam em torno, né? E eu acho que eu queria te escutar um pouco mais sobre como que nesse processo criativo tá sendo e foi para você, assim, falar sobre esses outros estratos de filme que vão mudando também a forma como a gente assiste esses filmes. Me parece muito corajoso, porque também fala de afeto, né, a casa onde você morou, as suas obras e tudo mais. Fiquei curiosa com isso, como que é ficar revisitando e vendo essas mudanças. Eu gosto também, o material para mim é importante. Rapidement. La question tourne autour des extraits de films, d'autres films de Kléber. Donc l'idée c'est de s'intéresser à ces changements lorsqu'on revisite les films qu'on a déjà tournés et ces extraits. Qu'est-ce qui change avec le temps qui passe et on revoit ces mêmes scènes et on remet dans un autre film. Et l'idée est de parler un peu de ça, de qu'est-ce qui a mené à ça et comment tu vois cette évolution des propres scènes, des propres extraits. O desejo, tudo começa com o desejo, né? O desejo começou simplesmente em estar olhando para o que está acontecendo atrás das imagens, né? No fundo. Tout a démarré par le désir, un désir de savoir ce qui se passe derrière les images, dans le fond, au-delà des images. Por exemplo, tem uma sequência em torno da mesa que tem várias imagens em torno da mesa, mas eu espero que você, como espectador, esteja olhando para a mesa, porque não é importante a conversa que está acontecendo ao lado da mesa, mas a mesa é o personagem. Il y a une scène autour de la table. Moi, je considère qu'il n'est pas. Je préfère que vous ne regardez pas autour de la table ce qui se passe, mais plutôt la table. C'est là où ça se passe. L'histoire, elle est racontée là. E juntando esse material, eu tinha um material sobre um lugar, uma casa que pertencia a algumas pessoas. E essas imagens, para mim, elas se tornam muito fortes, porque é o tempo sendo registrado, né? Et lorsque je réunis ce matériel, ça montrait une maison et ces gens et les gens qui y habitent. O tempo está sendo registrado ali, né? Et à travers ces images, le temps est enregistré d'une certaine façon. Mas não é uma ideia nova, na verdade. Eu acho que um dos exemplos mais impactantes é no cinema francês, inclusive. Se você pegar os filmes do Antoine Douanel, do
François Truffaut, eu acho que é muito forte você ver aquele menino crescendo e virando um homem e vivendo a vida dele e se apaixonando, fazendo merda e vai... São 5 filmes que se tornam um documentário, na verdade. Mas não é um documentário. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du cinéma français aussi. Lorsqu'on regarde les films de Truffaut, Antoine Doinel, donc on voit cet enfant qui grandit et qui devient adulte et qui passe par un tas de moments et on voit le temps passer de cette manière aussi. Et c'est presque un documentaire, mais c'est pas un documentaire. Eu acho que eu usei de outra maneira o material, porque tem muitas imagens do lugar, do apartamento, mas eu gosto dessa revisita de filmes que agora são... O Som ao Redor hoje é um filme de arquivo, né? Em 2012 ele era um filme novo, mas hoje é um filme de arquivo. Eu gosto dessa ideia. Et j'aime cette idée, un appartement que j'ai tourné, par exemple le film Les Bruits de Récif, aujourd'hui c'est un film d'archives. En 2012 c'était un nouveau film, maintenant c'est un film d'archives. Et cette idée de le revisiter, ça me plaît. E tem 2 planos no Retratos Fantasmas que não estão no Som ao Redor, mas são do Som ao Redor, porque não entraram na montagem. Então eu gosto disso também, o arquivo do arquivo. Il y a 2 plans dans Les Bruits de Récif qui ne sont pas dans Les Bruits de Récif, qui ont été tournés pour le film, mais qui sont seulement dans Portrait Fantôme. Et donc ça m'intéresse cet aspect d'être l'archive de l'archive. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, c'est autant sur le film que ce qu'on y voit, ou du moins ce qu'on n'y voit pas. J'ai passé 3 mois au Brésil en 84, et donc, et quand j'ai quitté Salvador pour passer à Recife, ce qui m'avait ce que j'avais remarqué, c'est que je passais d'une ville très très diversifiée dans les couleurs des gens, quoi, à une ville qui était déjà beaucoup moins où il y avait moins une présence des populations afrodescendantes. Ce qui m'a surpris, alors effectivement, c'est peut-être parce que vous êtes resté sur le centre de Recife, mais on a une population à 99% blanche. À part, bon, est-ce que c'est la réalité de Recife, ou est-ce que pour trouver une population plus variée, quoi, plus diversifiée, comme on dit aujourd'hui, il faut quitter ce centre et aller de l'autre côté, donc je ne me souviens plus comment s'appelle la rivière, et dans les quartiers plus populaires. C'était juste une question très sociologique. Extremamente difícil responder essa pergunta. Em primeiro lugar, as aparências elas podem enganar em relação à forma como a gente percebe a população. Il est extrêmement difficile de répondre à cette question, mais en fait les apparences peuvent être trompeuses. On regarde d'une manière, mais on ne peut pas se rendre compte de tout d'une population. O centro do Recife, há pelo menos 50 anos, é muito o que a sociedade brasileira chama de popular e daí diverso do ponto de vista de cor de pele. O centro do Recife, particularmente. Le centre de Recife est très populaire et donc ça veut dire aussi une diversité dans les couleurs de peau, par exemple. Mas como nós vivemos num tipo de apartheid racial não plenamente reconhecido, é claro que quando nós vamos para ambientes como, por exemplo, shoppings, é uma tendência de uma branquificação das pessoas que a gente vê no shopping. Et en fait, lorsqu'on va dans les malls, c'est pour ça que c'est un peu un long contraste au Brésil, lorsqu'on va dans les malls, dans les centres commerciaux, on assiste à un blanchissement de la population. Que é definida pelo mercado também. Ah, si. Et en plus, dans la situation au Brésil, c'est une espèce d'apartheid, mais pas vraiment déclaré, pas vraiment révélé. Então eu entendo completamente a sua percepção de que Salvador pode parecer mais diverso do que o Recife.
Mas as duas cidades são diversas, mas as separações elas são um pouco diferentes. Je comprends votre observation qui Salvador peut sembler plus diversifié que Recife, mais les deux sont diversifiés, juste de la manière, ils sont différemment partagés entre les couleurs. Mas há uma coisa muito triste que aconteceu entre os anos 70 e 80, que os cinemas do centro do Recife eram muito mais diversos em população. E com a chegada do multiplex, o apartheid social, ele fez uma peneira social que vem do preço do ingresso, e houve uma branquificação do público de cinema do Recife. Do Brasil como um todo, mas no Recife é muito claro. On a assisté à un phénomène entre les années 70 et 80, lors de l'arrivée des multiplex, la fréquentation des cinémas, la population qui fréquente les cinémas a souffert une espèce d'apartheid social aussi de par les prix des billets dans les multiplex. Donc on a assisté à une vraie séparation d'un public plus populaire et un blanchissement de ces publics des multiplex. E a perda das salas de bairro, de salle de quartier, isso com certeza quebrou completamente o acesso de uma população com menor nível aquisitivo às salas de cinema. Et la fermeture des cinémas de quartier a aussi provoqué une baisse de fréquentation de ces classes plus populaires, d'accès en fait. Il y a eu moins d'accès au cinéma à ces classes à cause de la fermeture. E esses cinemas foram transformados em igrejas. Et ces cinémas de rue se sont transformés en églises. Então, são observações, mas elas exigem um cuidado grande de percepção, talvez até científica, para entender o que aconteceu. Mas para mim é muito claro que houve uma troca de público. Ce sont des observations, bien sûr que on peut les approfondir avec une analyse plus scientifique de tout ça, mais pour moi, il est clair qu'il y a eu un vrai déclin du public de ces salles. Je voulais juste faire une parenthèse liée à la question, parce que d'une façon générale aussi, il est important de savoir que le prix du billet de cinéma, il est très élevé au Brésil par rapport au salaire minimum qu'on a. Il y a bien sûr des séances populaires, mais ici on est très privilégié de pouvoir avoir une salle publique et avoir accès à la culture. C'est devenu quelque chose vraiment d'une population. Il faut être aisé pour aller au cinéma. Quand on a une famille et qu'on a 2 enfants au Brésil, ça coûte un quart d'un salaire minimum pour pouvoir être au cinéma. Donc je pense qu'il y a un lien aussi avec ça. C'est plus cher qu'ici. Oui. Primeiro, muito obrigado. C'est pour moi aussi un film sur la disparition et sur ce qui reste, évidemment. Mais j'aimerais bien avoir un peu de commentaires sur le titre que vous avez choisi. Et ces fantômes-là. C'est un peu terrifiant, hein, fantôme. Bom, é claro que eu tenho a sorte de ter nos meus arquivos a foto de fantasma. Évidemment, j'ai la chance d'avoir cette photo d'un fantôme. Mas eu sempre achei há muito tempo, não sei, desde a jovem cinefilia, que o cinema é um lugar natural e evidente de fantasmas. Isso é uma ideia muito antiga e que eu subscrevo essa ideia há muito tempo. Depuis que je suis jeune, depuis ma jeune cinéphilie, j'ai toujours pensé que le cinéma est un lieu de fantômes. Depuis très longtemps, cette idée m'habite. Então, fazer um filme sobre a ideia do cinema, não só o cinema como sala, mas o cinema como imagem, muito naturalmente a ideia de fantasmas se aproximaram do filme. Mas quando eu fui em 2017 filmar O que Sobrou do Veneza, as ruínas, eu que não sou religioso, achei que eu estava sentindo uma presença muito grande de fantasmas ali. Et lorsque je suis allée voir le cinéma Venise, une fois, moi je suis pas religieux, je suis pas croyant, et j'ai quand même senti la présence de fantômes dans la salle.
E eu gosto do título, eu acho misterioso, mas algumas reclamações de algumas pessoas disseram: eu só vi um fantasma. J'aime bien ce titre, mais j'ai aussi entendu des plaintes, des gens qui ont dit j'ai vu qu'un seul fantasme. O problema é que as pessoas falam de fantasmas com um pragmatismo matemático, e eu não acho que é por aí. Le problème, c'est que les personnes, on a l'habitude de penser que les fantômes, c'est un pragmatisme, et ça doit être mathématique, mais pour moi, il ne s'agit pas de ça. Eu acho que a ideia do fantasma precisa de uma participação poética considérável. E eu tenho essa participação poética considérável. Et l'idée de fantôme, pour moi, elle passe plutôt par une représentation poétique. Et moi, j'essaye de l'imprimer. Je l'ai dans le film. Eu estou ficando num hotel em Paris, onde tem uma placa na entrada. Je suis dans un hôtel à Paris où il y a un panneau à l'entrée. E a placa diz: Louis Armstrong morou aqui durante um ano entre 1934 e 1935. É para ficar indiferente com a placa dessa? Et sur le panneau, c'est marqué Louis Armstrong a vécu ici pendant un an entre 1934 et 1935. Comment je peux rester indifférent face à ce panneau? Se eu for pragmático ou matemático, eu vou dizer besteira. Si je suis mathématique, pragmatique, je vais m'en ficher de ça. Mas eu prefiro achar que Louis Armstrong vai me trazer umas energias boas para fazer um filme. Et je préfère penser que Louis Armstrong va m'apporter des bonnes énergies pour faire un autre film. E eu não sou religioso. Et je ne suis pas croyant. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci Kleber, merci Lucretia, Denis. Merci à vous. Vous êtes là dans une salle bien remplie. Et très bonne soirée à vous. Merci.